votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média à l'heure du grand journal. Les titres, c'est tout de suite. L'an 1 des émeutes après arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, 13 victimes et toujours pas de coupables. À Ziguinchor, difficile pour les parents de faire leur deuil un an après ces violentes manifestations qui ont coûté la vie à leurs enfants. Ils réclament les résultats de l'enquête et exigent que justice soit faite. Désengorgement de Dakar et sa banlieue, un pari en passe d'être réussi par les autorités. Ce vendredi, les fidèles Layènes pourront circuler aisément pour rejoindre Cambérène-la-Sainte. L'autopont qui y mène vient d'être ouvert à la circulation. À l'occasion de la célébration de l'appel de Seydina Limamoulaye, justement, le groupe Futur Média à la une de ce journal, l'an 1 des émeutes. Mais avant d'y arriver, cette information qui vient juste de nous parvenir, le QCMC, le SAEMS viennent de signer le protocole d'accord avec le gouvernement. Ça s'est passé au ministère des Finances et du Budget. La grève du G7 est donc officiellement terminée. Le 3 mars 2020, une date tristement gravée dans la mémoire des Sénégalais. 13 personnes, des jeunes en majorité, perdaient la vie dans de violentes manifestations après l'arrestation d'Ousmane Sonko. Des pertes humaines, des dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Un an après les faits, Mamadou Fall nous replonge au cœur de ces manifestations d'une violence inouïe. Regardez. Mars 2020, le mois le plus sombre de l'histoire sénégalaise, 13 personnes tuées officiellement lors des émeutes déclenchées par l'arrestation d'Ousmane Sonko devaient répondre au juge d'instruction après les accusations de viol répétées sur Adji Sarr, une masseuse. Déjà, la tension était à son comble depuis l'enclenchement de la procédure de la levée de l'immunité du député. Ses proches avaient qualifié d'acharnement et de tentative de liquidation politique d'un potentiel et redoutable adversaire au président Macky Sall. Après le désistement du juge du 8e cabinet sur ce dossier, celui du premier l'avait instruit. Ousmane Sonko, d'ailleurs, devait déférer à la convocation le mercredi 3 mars. Mais il ne fera pas face à Samba Sall ce jour-là, puisqu'accompagné par une foule déchaînée scandant son nom, il a finalement été arrêté pour trouble à l'ordre public. Une arrestation de trop pour ses fervents défenseurs. Le Sénégal bascule dans des manifestations violentes, des foules se déchaînent défiant force de l'ordre. Toutes les régions, villes, départements, communes, quartiers s'embrasent, des morts enregistrés. Dès les premières heures des émeutes jamais connues au Sénégal, 13 officiellement et 15 officieusement, d'autres estiment même plus. 3 jours d'intenses manifestations ont failli mettre le Sénégal à terre. L'économie du pays touchée, des firmes françaises ciblées. Auchan et Total ont payé le plus lourd tribut, plus d'une dizaine de magasins pillés et détruits, des stations d'essence saccagées. Le mois de mars est bien particulier. La justice se plie, l'État recule et Ousmane Sonko est mis sous contrôle judiciaire le lundi 8 mars. Une première au Sénégal, puisque jamais un accusé de viol n'a bénéficié d'un sous-contrôle judiciaire. Ousmane Sonko rentre chez lui et fait face à la presse. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même. Mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. Quelques heures, le chef de l'État parle aux Sénégalais. Taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Des promesses pour situer les responsabilités ont été faites. Un mémorandum annoncé par le ministre des Forces armées. Et du côté de l'opposition, une enquête. Ce qui a souligné les réactions positives des autorités religieuses. Comme vous venez de le voir sur ces images, ces violentes manifestations du mois de mars 2021 ont parfois fait des victimes les plus inattendues et on peut le voir dans cet élément exclusif documenté par la rédaction, un arbre brûlé vif qui a tenu longtemps avant de se coucher définitivement il y a de cela quelques jours. Élégie pour un grand brûlé qui a succombé après un an de souffrance et qui interpelle notre conscience. Une chronique signée Abdoulaye Cissé. Au loin, la fumée s'élève. Le bruit sourd des grenades assourdissantes renseigne que la police charge. Le bruit court que Ousmane Sonko va être évacué de force par la corniche, c'est la débandade de la stèle Mermoz au relais route de Ouakam sur l'avenue Cheikh Anta Diop pour rejoindre la corniche. Dans sa course folle, la foule saccage, caillasse. Tout y passe et les dégâts n'épargnent rien ni personne. La furie de la foule s'abat à cet instant sur un beau palmier planté là. Nous l'appellerons Ndiol, transformé en torche. Ndiol est un grand brûlé sans secours. Il a perdu toutes ses feuilles et souffre dans ses écorces. Nous sommes de temps en temps retournés le voir, comme pour le veiller.
Ndiol le Palmier a lutté jusqu'au bout. Il aura tenu, plutôt souffert 1 an avant de s'écrouler récemment dans la nuit du 23 au 24 février dernier par un vent glacial qui aura été comme une anesthésie pour abréger sa souffrance. Comme un symbole de maltraitance, depuis la chute de Ndiol, les eaux des égouts débordent de partout sous le pont du Relais. Ndiol est encore allongé là, dans l'indifférence générale. De son vivant, Ndiol était tout beau dans le décor, mais les services techniques de l'État et de la ville ont ainsi failli pour assurer une sépulture digne. Cette élégie pour Ndiol est aussi pour interroger notre rapport niveau 0 avec l'environnement, avec nos voisins, les animaux, avec la faune et la flore. Mais c'est peut-être trop demandé dans ce pays d'épargner les pauvres êtres vivants inanimés lorsqu'on brûle vif des êtres humains pour une poignée de voix dans une campagne électorale. Bien sûr, c'est le temps du souvenir pour Ndiol, brûlé il y a tout juste 1 an jour pour jour. Mais c'est sans commune mesure avec la mort de Talla Sall, 3 ans, décédé après avoir été brûlé vif, et son père sauvé, mais à jamais marqué au fer rouge de ses brûlures. Ndiol a peut-être pardonné à ses artificiers, mais le mal est profond dans notre société. 12 mois après les violentes manifestations causées par l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko à Ziguinchor, la ville qui a enregistré la première victime de ces affrontements avec les forces de l'ordre, eh bien la douleur est toujours aussi vive et pour cause, les parents des victimes attendent toujours que les résultats de l'enquête soient publiés et surtout que justice soit faite. Boubacar Diassi. 1 an après la série de morts enregistrées à Bignona, la douleur reste toujours vive au sein des familles des victimes. Une douleur accompagnée de colère. Cheikh Ibrahim Koli est tombé lors des événements du 3 mars. Toujours la douleur et la tristesse que nous sentons. Donc à chaque fois, c'est comme si l'événement, c'est aujourd'hui. À plus forte raison, ça fait 1 an et que vraiment, ça reste dans les mémoires toujours. C'est ma moitié quoi. Parce que je pensais que c'est lui qui doit être à ma place demain. C'est lui qui va me soutenir aussi. Et j'avais tout mon espoir avec le gosse là. Il faisait la 3e. J'étais très content de lui. Xalé su ci attroupement day dem la xam xalé 13 ans lan la xam bal lañ ko laal à bout portant ci front bi fi à bout portant. Moi, je suis ancien militaire, je suis maintien d'ordre. Si on leur parle de justice, comme ils l'avaient tous réclamé il y a exactement 1 an, voici la réponse de ses parents éplorés. Très mal, parce que quand on nous dit parfois qu'on est dans un pays de justice, mais où est la justice? Il y a un procureur, on paye nos impôts pour ces gens-là. Mais en cas de situation pareille, où est le procureur dans tout ça? On n'a jamais entendu un mot prononcé par le procureur pour dire que l'affaire est à tel niveau et à tel niveau. Une fois qu'un agent de la brigade de recherche est venu me trouver là, il m'a enquêté. Depuis lors, c'est fini. Ah, parce que l'État, ce que je peux dire bien, l'État nous a abandonnés. Parce qu'ils nous ont appelés ici, on a quitté ici jusqu'à Dakar. On n'a pas vu celui qui nous a appelés. On est resté là-bas pendant 3 jours. On nous a dit que le président il a voyagé, c'est lui qui nous a convoqués. Il a voyagé, on a fait 3 jours là-bas. Le 4e jour, nous, on est revenu, on est rentré. Jusqu'à nos jours, on n'entend rien et on ne comprend pas ce qui se passe. L'État doit protéger la population. Le gouvernement depuis nous a fait un courant yoyu fi, hein, c'est affaire jaaytar yoyu fi, betay ken gisul. Le seul département de Bignona avait enregistré 4 victimes lors des émeutes du mois de mars 2021. Amnesty Sénégal réclame justice pour les victimes des émeutes de mars 2021. L'organisation de défense des droits de l'homme qui attend toujours la commission d'enquête indépendante annoncée par le gouvernement menace de guerre lasse de saisir les juridictions internationales. Les détails, c'est avec Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal. Il est au micro de Chérif Dia et Gervais Yao.
une conférence de presse du gouvernement qui nous a annoncé la création d'une commission d'enquête indépendante. À ce jour encore, à notre connaissance, aucun acte n'a été posé pour créer cette commission d'enquête indépendante. Il y a des familles qui ont porté plainte depuis maintenant plusieurs mois. Là également, à ce jour, aucun acte d'instruction n'a encore été posé depuis que ces plaintes ont été déposées. Évidemment, cela est très inquiétant. Nous sommes dans un État démocratique, nous sommes dans un État de droit. Lorsque des personnes perdent la vie lors de manifestations publiques, lorsque ces personnes tombent après avoir reçu de balles réelles, n'est-ce pas, c'est une obligation pour l'État d'enquêter et de faire la lumière. Si ce n'est pas rendu au Sénégal, d'ici évidemment quelques mois, nous allons prendre nos responsabilités avec les familles pour porter l'affaire devant les juridictions internationales. Nous allons commencer par saisir la Cour de justice de la CEDEAO, mais également saisir les instances onusiennes. On ne peut pas accepter que dans un État comme le Sénégal, à chaque fois qu'il y a des manifestations, n'est-ce pas, on a une dizaine de personnes qui tombent. Cela n'est pas du tout acceptable. Femmes et pouvoir politique au Sénégal, c'est le thème d'une rencontre d'échange entre diplômés de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève. À l'occasion du mois de la femme, ces leaders veulent jouer pleinement leur rôle dans les instances de décision. Je vous propose d'écouter les explications de la présidente de chapitre Sénégal, Mama Anne. Elle est au micro de Maïmouna Ndiaye et Mardia. Dans un contexte d'élections locales puis de législatives et juste avant la journée des droits de la femme, on s'est dit que c'était l'opportunité d'aborder la question du leadership féminin et donc de la place des femmes dans la politique. On a un cadre législatif effectivement qui permet la loi sur la parité qui permet effectivement qu'il y ait cette équité, mais on se rend compte que dans l'application, les femmes ne sont pas suffisamment représentées. Et quand elles sont représentées, elles n'occupent pas des fonctions clés. Donc on souhaiterait effectivement encourager ces réflexions et que les femmes soient mieux représentées, que ce soit dans la politique, dans la vie politique, qu'elles occupent des places plus importantes au sein des partis et aussi dans les fonctions de l'administration publique, voilà, de manière générale. Le réseau veut poursuivre en fait l'organisation de conférences ou de rencontres afin de poursuivre les réflexions sur des thématiques qui sont assez globales, de l'éducation, de la question des femmes, de la question de la santé. Et puis après plus de 10 ans passés à la tête de l'ONG Article 19, Fatou Diagne Senghor rend le tablier. La directrice régionale sortante cède la place à une génération plus jeune, une génération dont elle a d'ailleurs contribué à la formation. L'activiste, à l'occasion d'un pot de départ organisé pour elle, n'a pas manqué de fustiger l'existence de lois de nature à restreindre la liberté d'expression. Elle a également pointé du doigt la faiblesse de certains organes de régulation. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est un bilan mitigé. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la sous-région, on a eu des acquis, comme je vous l'ai dit, entre les années 2000 jusqu'à récemment. Mais on a vu de plus en plus des restrictions par des lois. On a vu beaucoup de pays adopter des lois qui restreignent l'espace civique et restreignent la liberté des journalistes. On a vu aussi dans beaucoup de pays, les États peinent encore à adopter des lois sur l'accès à l'information pour faciliter le travail des médias, mais aussi la transparence en général. Et tout cela constitue aussi des obstacles. Mais ce qu'on a noté aussi, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a vu les espaces se restreindre. Et un des maillons les plus faibles, c'est la régulation. On a vu que de plus en plus nos organes de régulation, surtout des médias, sont affaiblis. Et ça aussi, ça crée un problème par rapport à la pérennisation des médias, mais aussi par rapport même à la relation avec les pouvoirs publics. Parce que lorsque vous avez des régulateurs indépendants, mais forts, qui permettent en quelque sorte excusez-moi la répétition, de réguler l'espace. Ça favorise la plus de liberté, mais ça permet aux journalistes aussi d'être défendus, mais aussi de savoir que à notre niveau, il y a quand même un organe qui
régule le secteur. Crise à la Poste, l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, joue aux sapeurs-pompiers. Ses responsables ont, dans le cadre d'une médiation, rencontré des membres du syndicat de l'entreprise. Ces derniers fustigent les nombreux manquements relatifs à la gestion de la société, mais vont bien au-delà et soulignent l'urgence à assainir le secteur postal. Amadou Dem est porte-parole du cadre. Il est au micro de Mamadou Fall. Nous avons élaboré ensemble un plan d'action qui permettent d'assainir le secteur de la distribution postale. Comme vous le savez, il y a des choses qui sont dédiées à la poste. Concurrence, nous sommes de partout, donc malgré des mises en demeure, malgré des lettres de rappel, aussi bien les opérateurs qui ont des licences que les tchak-tchak et les gares routières. Nous sommes concurrents de partout. Nous pensons que nous pouvons avoir confiance à l'ARTP. Nous avons défini ensemble une stratégie qui nous permettra à terme d'organiser le secteur et d'assainir même le secteur, moi je dirais. Pour que les contrevenants sachent que distribuer un courrier qui appartient à la poste, qui est dédié à la poste, est illégal. Et on parle à présent de ce soulagement chez de nombreux usagers de la route, notamment les habitués de la VDN, la voie de dégagement nord. L'autopont à hauteur de Cambérène est désormais praticable. Fini donc les embouteillages interminables sur ce tronçon. La fluidité du trafic sera certainement appréciée des Sénégalais et plus particulièrement des fidèles Layènes qui célèbrent l'appel de Seydina Limamou Laye ce week-end. Dissa Prera. Tout sourire, Lamane Cissé vient pour la première fois d'emprunter l'autopont de Cambérène ouvert à la circulation. Lui et les autres automobilistes semblent soulagés de cette ouverture. Je suis content de l'ouverture de cet autopont et si c'était plus tôt, ça aurait été bien. Mais puisque c'est arrivé, on oublie tous les problèmes. Moi, j'habite Cambérène, mais pour entrer dans Cambérène, c'était très difficile avant l'ouverture du pont. Je pense que cet autopont est très utile pour nous automobilistes et même pour la population, car les embouteillages bloquent aussi bien les chauffeurs, mais aussi causent des préjudices aux clients. Mais l'autopont facilite vraiment le trafic. Une ouverture qui va considérablement diminuer les embouteillages sur cette axe à l'aller comme au retour. Moi, je viens de Pékin et je viens de découvrir l'autopont, mais vraiment, ça va, on circule vraiment bien. Avant, il y avait beaucoup d'embouteillages, ça allait jusqu'à l'unité 15. Maintenant, on a la paix, on peut circuler tranquillement. Nous venons de Mbel, mais on n'a même pas fait 10 minutes sur la route. C'est vraiment bien cet autopont. Démarré en novembre 2021, il a fallu un peu plus de 10 mois pour terminer les travaux pour le bonheur des usagers de la route. À Cambérène, nous sommes. À Cambérène, nous restons pour vous parler cette fois-ci de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une délégation du groupe Futur Média s'est rendue auprès de la famille pour apporter son soutien et surtout rappeler les dispositions prises pour la couverture de cet événement religieux sur place. Seydina Issa Thiaoulaye a tenu à remercier et à encourager le groupe Futur Média pour les actions menées auprès des familles religieuses. C'était en présence de Aminata Mbaresso au compte rendu. Il est de tradition à l'approche de chaque grand événement religieux et pour la 102e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le groupe Futur Média n'a pas dérogé à la règle. Amuñu aussi sens interdit ci benn këru diine. Nous ne faisons pas un distinguo entre les différentes familles religieuses. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des visites que nous effectuons dans les foyers religieux à l'approche de chaque événement. La délégation, avec à sa tête le directeur général du groupe, a été reçue par une des grandes figures de la famille, Seydina Issa Thiaoulaye, celui qui constitue un trait d'union entre les familles religieuses. Je magnifie le rôle important que le groupe Futur Média joue dans les foyers religieux. À chaque événement, vous déployez les moyens nécessaires pour assurer la couverture médiatique. Vous êtes des relais d'une très grande importance. En plus de cet apport, vous participez à la cohésion et à la stabilité sociale. Un tête-à-tête empreint de spiritualité, de remerciements, mais aussi d'encouragement à l'endroit de tout le personnel du groupe.
La famille dans son ensemble est satisfaite de la médiatisation que vous faites à chaque événement au sein de la confrérie. D'ailleurs, j'ai même à me déplacer dans vos locaux pour vous apporter les remerciements de la communauté. Commencé nañu def suñu mënin lay wax depuis pratiquement 2 semaines. Nous avons pris tous les devants. Tous les programmes de la télévision collent avec l'événement, des plateaux en direct, des reportages découvertes, bref, des programmes aux couleurs de l'appel. Il lancera ainsi des plateaux, des émissions, des découvertes, tout un programme pour assurer une couverture médiatique à la hauteur de l'événement. Profitons d'ailleurs pour souhaiter une très belle commémoration de l'appel à toute la communauté laïenne qui nous regarde en ce moment. Pour la relance de la destination Sénégal, AIBD SA équipe le service sanitaire de la plateforme aéroportuaire. Cette action contribue à rassurer usagers et travailleurs sur leur prise en charge sécuritaire et sanitaire. Et la société a aussi octroyé dans la foulée une prime de motivation aux travailleurs du secteur de la santé de l'aéroport. C'était en présence d'Abdourahmane Diallo et de Mamadou Gueye. Du tourisme et la reprise normale du trafic aérien après la pandémie de Covid-19, les autorités de l'AIBD renforcent l'équipement sanitaire de la plateforme aéroportuaire. On n'attend pas la relance, on la provoque. Pour provoquer cette relance, il faut que notre pays soit vu comme un espace sain et protégé. Et pour le faire, il n'y a pas meilleur acteur que l'acteur principal de surveillance épidémiologique. Donc c'est pour cela, avec l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme, AIBD a signé une convention dans laquelle le service de santé est mis au cœur pour justement partager, expliquer le dispositif sanitaire au Sénégal pour que notre espace soit parmi les meilleurs espaces attractifs du monde. Les responsables de l'AIBD magnifient aussi le travail du service de santé de l'aéroport. Ces travailleurs vont recevoir des primes de motivation à partir de la fin du mois de mars. Ce n'est pas normal que d'autres agents de l'AS, de l'AIBD reçoivent des primes de motivation alors que les autres acteurs, nous sommes dans un écosystème pratiquement des vases communicants et donc nous sommes ensemble et donc nous avons trouvé que c'était une justice pour que les personnels du service qui a été remarqué, qui a été félicité, qui a été plébiscité partout dans le monde puissent recevoir des primes de motivation. Le service de santé de la plateforme aéroportuaire se réjouit des efforts faits par la direction générale de l'AIBD. Il promet de contribuer à la relance des activités aéroportuaires. Allez, parlons consommation à présent avec cette aubaine à la fois pour producteurs et consommateurs, l'installation prochaine d'une usine de transformation de l'oignon local, une infrastructure dont la nécessité s'est quasi imposée aux acteurs du secteur qui, faute de pouvoir conserver leur stock, assistaient impuissants à son altération. C'est désormais un mauvais souvenir puisque la pose de la première pierre d'une usine de transformation a eu lieu ce jeudi dans la commune de Diama. Coût global de l'infrastructure, 15 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal et ses partenaires français. Ousseynou Diop nous fait le point. Chaque année, plus de 100 000 tonnes d'oignons pourrissent entre les mains des producteurs. Pour éviter ces pertes énormes, la première usine de transformation de l'oignon local sera installée dans le Waalo. La pose de la première pierre a été effectuée par le gouverneur en présence des partenaires français. Il faut l'intercommunalité pour développer la région nord. Avec l'implantation de cette usine dans la commune de Diama, les populations peuvent travailler tranquillement. Une bonne partie de la production d'oignons quand même est perdue faute d'avoir une exploitation industrielle. Aujourd'hui, qu'on a la chance d'avoir l'installation de cette usine considérée comme unique en Afrique. Dans un an, exactement en début 2023, les producteurs d'oignons de la région nord vont pousser un grand ouf de soulagement. L'usine aura une capacité de transformation de plus de 35 000 tonnes d'oignons par an. Fin des années 70, le Sénégal produisait environ 1500 tonnes d'oignons par an. Il en produit aujourd'hui environ 400 000, dont au moins 150 000 sont malheureusement perdus. Cette usine de déshydratation apportera un débouché nouveau pour les producteurs d'oignons de la zone nord du Sénégal, complémentaire à celui du frais. Et le chef de l'exécutif régional, Alioune Badara Samb, invite davantage les investisseurs à venir dans cette région. Économique de la région de Saint-Louis
devrait nous pousser chacun et chacune d'entre nous à ouvrir grandes nos portes pour que les investisseurs qui viennent rapidement travailler parce que le potentiel est là. L'usine de déshydratation et de transformation d'oignons sera la seule sur le continent africain. Elle va permettre aux producteurs saint-louisiens de pousser un grand ouf de soulagement. Allez, après avoir parlé d'actualité économique, politique, focus à présent sur les richesses de nos terroirs avec ce retour aux sources qui s'est organisé qui a vécu plutôt dans la région du Sine, plus précisément à Diakhao, où le roi Boursine Niokhobaye Diouf a été célébré à l'occasion du 3e anniversaire de son intronisation. Cette fête destinée à restaurer les valeurs ancestrales et redynamiser la culture sérère a été rehaussée par la présence de dignitaires de la région du Sine. Aminata Goudiaby nous fait le point. Ce fut un après-midi animé. La place publique de Diakhao, qui fait face à la maison royale, a été prise d'assaut. Des invités venus de plusieurs localités du Sénégal ont été régalés au rythme des sonorités sérères. Plusieurs facettes de la culture sérère exposées dans le Ndout, cérémonie dédiée aux circoncis dans la tradition. L'école d'endurance par excellence, qu'est le Ndout. Cette école d'excellence fera l'objet d'une attention particulière de la part du roi et de l'institution royale, pour pouvoir continuer à inculquer aux circoncis le sens des valeurs prisées par la société pour sa propre survie. Dans son ambition de promouvoir la culture sérère, l'institution royale tient à réhabiliter le musée de Diakhao. Entre autres programmes sont également en perspective pour donner au royaume du Sine son lustre d'antan. L'institution royale souhaiterait, en partenariat avec les ministères en charge de la culture et du tourisme, revaloriser le musée de Diakhao. Nous souhaitons ainsi faire connaître et apprécier la société sérère dans ce qu'elle a de plus précieux. Un inventaire des recettes culinaires se fera, un inventaire des jeux de société. Nous souhaiterions inviter chaque sérère à s'impliquer dans la mise en œuvre de nos programmes. En 3 ans de règne, le roi Niokhobaye Diouf Fadjen se félicite d'avoir dénoué des tensions sociales à Fatick et au niveau national. L'institution royale qui a entrepris et réussi une médiation entre les étudiants sérères de l'association Ndefleng et leurs cousins Diolas et Sossé du mouvement Kekendo. Mais c'est aussi par le recours à notre culture et aux valeurs de tolérance et d'acceptation de la différence que l'institution royale a contribué à apaiser les tensions d'une dangereuse mésentente religieuse qui aurait pu dégénérer à Dioïne. Les 2 jours de célébration du 3e anniversaire de l'intronisation du roi du Sine n'ont pas été que festivités. Des conférences sur la philosophie et la langue française ont été animées en faveur des élèves de terminale. Dans notre rubrique hebdomadaire Les bonnes feuilles de la rédaction, on s'intéresse ce soir à l'ouvrage de Maître Serigne Amadou Meng intitulé « Je parle en public avec aisance », un livre destiné à toute personne désireuse de maîtriser l'art de la parole, surtout face à un large auditoire. Dans cette œuvre, l'auteur propose aux lecteurs tous les mécanismes, astuces et techniques pour réussir leurs interventions. Les notes de lecture sont signées Boudiouf. Une production pour éviter les tics de langage, des gestes nerveux, trous de mémoire, plaisanteries qui tombent à plat, propos embrouillés et même des écarts de langage. Quand il s'agit de parler devant un auditoire, il faut absolument surmonter tous ces couacs désastreux si l'on veut être crédible. Autant de recettes qui confirment que le livre « Je parle en public avec aisance » est d'actualité. Il y a un chapitre que nous avons intitulé « L'auditoire ». Sans me prononcer véritablement sur le sujet qui aujourd'hui défraie la chronique, je voudrais simplement dire que lorsqu'on s'exprime devant un public, devant un auditoire, on doit tenir compte de cet auditoire. On doit justement connaître les attentes de cet auditoire. Dans ce livre, Maître Serigne Amadou Meng propose au lecteur des astuces pour gérer le trac, des exercices de respiration, de relaxation, le maniement des silences, entre autres outils. Il est évident qu'on ne parle pas de la même manière lorsqu'on s'adresse à une personne, lorsqu'on s'adresse à une assistance, lorsqu'on parle en réunion, lorsqu'on parle d'audience, lorsqu'on parle dans un meeting, lorsqu'on parle dans une cérémonie mondaine. Un essai qui s'adresse particulièrement à tous ceux et toutes celles qui veulent améliorer leur prise de parole en public. Des recettes, des recommandations, des astuces pour améliorer
sa prise de parole en public, pour améliorer son expression orale. Parce que nous avons effectivement bien précisé dans cet ouvrage que l'expression orale, l'éloquence s'acquiert, se développe, se cultive. Un bréviaire de l'orateur, des méthodes pour parler avec aisance, bien connaître son sujet. Dans ce livre, l'auteur cite quelques exemples de réussite dans l'art oratoire. Comme Démosthène, qui était bègue et qui est devenu l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique, comme également son disciple Cicéron, qui est parvenu au consulat romain par son éloquence, parce qu'il n'avait pas d'autres prédispositions, des prédispositions autres que son éloquence. Maître Serigne Amadou Mbengue, dans son livre « Je parle en public avec aisance », précise qu'il est aisé de constater que beaucoup de personnes qui s'expriment correctement, qui osent parler en public, gravissent les échelons, occupent aussi des postes de responsabilité. À la une de l'actualité internationale, l'Assemblée générale de l'ONU qui vient de voter une résolution condamnant fermement l'invasion russe en Ukraine. Un vote marqué par l'abstention de nombreux pays africains, dont le Sénégal, et qui suscite naturellement plusieurs interrogations. Alors qu'est-ce qui explique que le Sénégal, dont le président de la République est aussi le président en exercice de l'Union africaine, se soit abstenu à ce vote? C'est bien, est-ce pour jouer la carte de la prudence dans ce conflit qui se passe hors du continent noir? Tentative de réponse avec le journaliste Dame Babou dans ce reportage signé Chérif Dia. Entre la Russie et l'Occident, le Sénégal n'a pas choisi un camp. Il s'est abstenu mercredi lors du vote par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution exigeant un cessez-le-feu en Ukraine. L'attitude du président Macky Sall, faite de discrétion et un peu de retenue sur cette question de l'Ukraine, ne doit pas surprendre parce que la présence de la Russie sur notre continent, notamment au Sénégal aussi, n'est pas aussi frappante comme les autres pays. La Russie est extrêmement présente sur notre continent et que ces pays-là savent qu'aujourd'hui, l'ennemi principal, ce n'est pas une armée qui doit envahir un pays et un autre pays avec des accords militaires qui viendront soutenir, mais c'est que chaque puissance aujourd'hui, y compris la Russie, a les moyens de susciter des rébellions, des djihadistes et autres. Donc il faut bien faire attention. Ils sont 35 pays à s'abstenir, y compris Israël, qui n'a pas suivi son allié américain. Un fait relevé par le journaliste Dambabou pour expliquer la complexité de cette guerre. Mais comme le monde entier l'a vu, le retour presque assuré maintenant de la guerre froide a été une surprise pour tout le monde. Même l'Israël a été très discret sur ce plan-là. Donc ce n'est pas surprenant que les pays africains qui viennent aussi de sortir de cette crise de la pandémie et où on a encore la confirmation que notre continent n'a pas d'amis ailleurs. Il n'a que des gens qui sont intéressés par nos ressources et par notre géostratégie, mais que quand nous avions besoin d'aide le plus urgent possible, cet Occident-là, sur qui on s'est toujours appuyé, on a cru pouvoir s'appuyer, n'était pas au rendez-vous du tout. Le Sénégal joue ainsi la carte de la prudence dans cette guerre en Ukraine à l'issue incertaine. L'actualité sportive à présent et elle démarre sur les parquets. C'est pour vous parler de la deuxième édition de la BAL, la Basketball African League. Le Dakar University Club va représenter le Sénégal. Le club estudiantin ambitieux s'est bien renforcé avec 4 joueurs recrutés à l'étranger. Il compte aussi sur le soutien massif du public sénégalais pour sortir premier de son groupe, cher Salibou Diarra. Pour sa première participation à la Basketball African League, le Dakar University Club n'a pas voulu laisser rien au hasard. Tout était au beau fixe pour le club estudiantin logé dans la Sahara Conférence. L'équipe est en regroupement depuis 2 semaines. Donc du point de vue administratif, je pense que nous avons mis les moyens qu'il fallait. Du point de vue technique aussi, le staff technique a bien travaillé, a travaillé d'arrache-pied pour procéder à une sélection au niveau national, avec les renforts aussi qu'on a eu, conformément aux dispositions de la BAL. Donc nous avons mis les moyens pour faire des recrues au niveau national. Nous avons eu 4 recrues qui ont regagné l'effectif. Et aujourd'hui, globalement, nous sommes prêts. Nous attendons le démarrage des compétitions. On va aller chercher un meneur aux États-Unis, Ali, qui est un Américain,
Et ensuite, nous avons aussi face à la personne de Jovan Aboudou, et en plus du Congolais qui vit au Canada. Bref, on a 4 recrues au niveau étranger, en plus de recrutement au niveau intérieur. Avec des débuts à faire à domicile, le Dakar University Club compte bien en profiter pour réussir une première pour un club sénégalais, accéder au deuxième tour. Avec le groupe qu'on a et le fait que nous sommes chez nous, donc je pense que l'objectif principal c'est de nous qualifier et ensuite aller au second tour au Rwanda. Mais je pense que je dis souvent qu'aujourd'hui ce n'est plus le but. Quand on sort du territoire, on s'oublie. Donc c'est le Sénégal entier que nous défendons. C'est pour ça qu'on en appelle à tous les Sénégalais, au monde sportif, donc à la communauté universitaire. Donc tout le monde est concerné. C'est la raison pour laquelle nous avons sonné la mobilisation au niveau du campus universitaire. Nous avons sonné la mobilisation au niveau du monde sportif. Nous convions tout le monde et nous espérons que le public sénégalais va répondre à notre invitation. Le Dakar University Club va jouer le match d'ouverture de la deuxième édition de la Basketball African League. Un derby face au SLAC de la Guinée ce samedi à partir de 17h30 à Dakar Arena. La bowl qui, je rappelle, donc se déroule ce week-end, ce samedi 5 mars et se prolonge jusqu'au 15 mars au stade Dakar Arena. Conséquence du conflit russo-ukrainien, eh bien, les athlètes russes et biélorusses exclus des Jeux paralympiques qui s'ouvrent ce vendredi à Pékin. Il était question qu'ils compétissent sous la bannière neutre. Finalement, eh bien, l'IPC, Comité international paralympique, est revenu tout simplement sur sa décision. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez à nouveau la grande Binta Diallo. Elle reçoit dans la deuxième partie du Soir d'Info Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.